tous en tant que recteur de cette maison, de l'Institut catholique de Paris, de nouveau recteur. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir, très heureux de vous recevoir, chers membres du jury, très heureux de vous recevoir, chers étudiants qui allaient parler à l'occasion de cette soirée d'éloquence. Chers candidats, très certainement, en voulant faire le procès, ou en participant au procès de Pablo Picasso, vous vous lancez dans une entreprise difficile. Il s'agit de bien parler par amour et pour l'amour du verbe, sans doute, mais aussi certainement pour obtenir l'adhésion du jury, un jury certainement impartial, un jury prestigieux, qui pourra reconnaître la qualité de votre verbe. Or, l'art de la langue n'est pas si aisé lorsqu'il a pour but sa propre exaltation. Parlerez-vous en effet ce soir, les uns et les autres, pour accuser ou pour défendre l'un des plus grands artistes du XXe siècle dans une quête sincère et gratuite de la vérité, ou alors plutôt pour prier, ou alors pour que les membres de notre jury s'exclament intérieurement, et pourquoi pas même publiquement, sur la qualité de ce qu'ils entendent, comme c'est bien dit, comme elle parle bien, comme il est doué. Chers candidats, chers étudiants, chers amis, ne nous mentons pas. Accuser ou défendre Picasso, en tout cas, est une cause perdue d'avance. Ce n'est donc que sur votre langue, sur votre aisance, sur votre brio, en somme, que l'on vous jugera. Car oui, croyez-moi, blâmer ou au contraire louer Pablo Picasso est perdu d'avance, car très certainement, si vous l'attaquez sur le terrain de l'art, alors vous vous fourvoierez et serez très certainement passerez pour un infréquentable réactionnaire, reprenant en cœur le procès en réalisme ou en figuration que l'on a instruit contre lui dans les salons de Vieille France, un rire entendu au bord des lèvres. Et si au contraire vous prenez le parti de le défendre, vous n'aurez sans doute rien de plus intelligent à dire que ce que l'on a déjà dit 1000 fois, des milliers de fois, sur lui pour prendre sa défense et tenter d'expliquer son art. Il sera certainement bien difficile d'échapper à des formules convenues, des formules qui pourraient passer pour tarte à la crème, et si vous tentez de le défendre sur le plan artistique et que vous avez un goût plus classique que lui, vous ne parviendrez à trouver pour le défendre que ce que nous avons déjà tous entendu en nous raccrochant aux branches des débuts, celles des périodes bleues et roses, auxquelles votre grand-mère elle-même reconnaît certainement des qualités de dessin et d'atmosphère. Mais, si c'est de l'homme que vous décidez de vous saisir, qu'aurez-vous à dire de nouveau pour l'élever comme pour le descendre? De sa force de travail, du petit picador jaune de 1889 au mousquetaire halluciné de 1969, vous n'aurez rien à ajouter. De son avarice, peut-être, de sa misogynie effroyable, sûrement, que ferez-vous? Tout est déjà dit, sa mégalomanie peut-être encore. Picasso n'était pas si loin de se confondre avec Dieu, et nous le savons. En profiterez-vous vous-même pour l'expédier en enfer? Hélas, vous n'êtes pas Dieu vous-même. À vous donc de prouver que j'ai tort, mais je pense que ce sera l'objet de notre soirée, que de découvrir ainsi la beauté du verbe et au service du message de Pablo Picasso. Eh bien, me voilà chargé d'un discours d'introduction qui est déjà tout fait. Mais, mesdames, messieurs, membres de la communauté du CPN et rares invités extérieurs, nous nous réunissons ce soir, non pas pour une soirée mondaine, bien que cet événement pourrait se qualifier de mondanité, mais les costumes et les vestes de tailleur sont là pour un exercice bien singulier, celui du procès. Le procès, c'est cette démarche ambitieuse de l'éloquence, celle de mettre en scène une accusation qui va venir interroger les faits, les actions ou encore les réalisations d'une personnalité qui fut,
celle de mettre en scène la défense de cette même personnalité qui va chercher à maintenir le mythe, le blason doré ou alors à alléger la peine. Et enfin, celle de nous mettre en scène. Alors je ne parlerai pas de démarche ambitieuse, mais d'un égocentrisme doux. Pas forcément subtil, puisque nous vous avons invité ce soir à nous écouter parler. Nous vous avons invité à un événement que nous avons organisé, avec des jurés de qualité que nous avons conviés, mais finalement c'est vous qui allez applaudir. Mais il serait erroné de s'arrêter sur cette image et sur une description superficielle des caractéristiques techniques du procès. Puisque le procès, finalement, cache un devoir de mémoire. Il y a la volonté de venir interroger, de mettre en lumière les aspects de la vie d'une personne que le passé aurait effacé, que le temps aurait émoussé, comme la mer sur la pierre. Et quelle meilleure occasion que celle d'un anniversaire pour venir interroger l'image d'un homme. Le 25 octobre dernier, nous étions presque à un mois près. Le 25 octobre dernier, nous fêtions l'anniversaire, le 140e anniversaire de la naissance de Pablo Picasso. Alors, qui était Pablo Picasso? On attend de moi une présentation simple, parlante et pertinente, pour vous montrer tout l'intérêt de son procès. Évidemment, ce ne voulait pas ce que je suis en train de faire, puisque ce serait mâcher le travail aux orateurs et à eux de rendre leur discours simple, parlant et pertinent. Alors favorisons à cette démarche rigoureuse un storytelling, mot emprunté à l'anglais et souvent utilisé en éloquence pour raconter sa vie, ou du moins pour vous faire croire que je vais raconter ma vie. Décor, Collège Léonard de Vinci, 3e B. Cadre, brevet des collèges, épreuve d'histoire des arts, objet, Guernica de Pablo Picasso. Et finalement, le souvenir que j'ai de l'homme, ce sont ces quelques lignes qui résument la vie de l'auteur et que je peux moi-même résumer en quelques mots. Artiste engagé, guerre d'Espagne, chef de file du cubisme, période bleue, période rose, et voilà. Mais l'artiste et l'homme étaient plus complexes. Y a-t-il une part d'ombre? Peut-on reprocher quelque chose à ses coups de pinceau? Est-il coupable ou innocent? Finalement, l'image que j'ai de Picasso n'est que la pièce d'un puzzle que l'accusation et la défense vont venir rassembler ce soir. Mesdames, messieurs, mes chers amis, chers jurés, bonsoir. Vous l'aurez donc bien compris, si nous vous avons réunis ce soir, c'est pour juger celui qui semble être l'un des peintres les plus illustres du XXe siècle. Pour ce procès, pour qu'il puisse être attrayant et de qualité, j'avais l'imminente obligation de composer un jury d'exception, disposant du bras long, initialement, spontanément. J'ai sorti mon carnet d'adresse, j'ai pris mon téléphone, ma meilleure voix mielleuse, et j'ai appelé. J'ai appelé des amis proches, des gens que j'aime un peu moins, voire pas du tout, des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni de Ève, des anciennes conquêtes, et tout cela pour rien. Pour que ça soit une femme tyrante, la vice-présidente de notre association, qui concrétise ce que j'avais entamé. Et afin de se prévaloir d'avoir travaillé. Mais malgré cela, immensément heureux de les compter parmi nous et de leur confier la tâche qui sera la leur, c'est avec une grande fierté que nous souhaitons vous les présenter. Et qui de mieux pour composer ce jury d'exception qu'une experte en la matière? Vous la connaissez sans nul doute pour son nom ou pour ses travaux. Docteur en lettres, chercheuse associée à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, elle a également occupé une carrière d'enseignante aux 4 coins du monde. De Berlin à Jérusalem, de New York à Paris, le décalage horaire n'a pas empêché notre juré d'écrire de nombreux ouvrages sur les thèmes de l'expatriation et de l'exil. Actuellement commissaire au Musée national de l'histoire de l'immigration et en partenariat avec le Musée national de Picasso,
elle vous présente depuis le 12 octobre 2021 une exposition hors du commun. Et honte à tous ceux qui le nient et qui disent ne pas connaître cette exposition, mais qui passent par Châtelet tous les matins devant ces immenses affiches intitulées « Picasso, l'étranger ». Après avoir passé 5 ans de sa vie à enquêter, déchiffrer, découvrir, réfléchir et enfin écrire, elle dévoile au grand public sa dernière toile de Picasso, qui n'a plus aucun secret pour elle. C'est donc d'un œil d'experte qu'elle jugera nos orateurs. J'ai l'honneur de nommer Madame Annie Cohen-Solal. Adeline Kubert, pour vous, pour votre présentation, je ne peux m'empêcher de sortir de ce formalisme classique qui voudrait que j'énonce successivement qui vous êtes, votre vie, votre parcours. Non, non, je ne peux pas. Ça serait faire des fois, vous savez. Puisque tout ce que vous effectuez au quotidien est motivé par une passion, une fougue, une ambition admirable qui est celle de sortir la femme de cette simple image de muse artistique. De nature philosophe, je trouve votre démarche incroyable et je sais qu'elle vous tient au cœur, notamment grâce à votre podcast Passionnariat et votre entreprise Artwork qui nous promesse, dont vous êtes la chairwoman, ça veut dire présidente pour ceux qui ne parlent pas. Dans ces deux entreprises, dans ces deux entités, vous invitez des femmes peintres, des sculpteuses, des danseuses, des entrepreneuses, des chanteuses et d'autres mouranteuses qui sont des femmes engagées artistiquement, et cela afin de montrer que la femme n'est pas vouée à être pour toujours qu'une source d'inspiration candide d'un artiste pervers, mais qu'elle peut être aussi un artiste. Vous cherchez à redonner le pinceau à la femme, leur redonner la voix et leur donner une place centrale dans l'art. Vous cherchez également à immiscer l'art. Vous voilà ici dans notre merveilleuse université pour nous initier à l'art, nous initier à l'art. Vous aimez l'art, vous aimez les choses floues. Ça tombe bien, notre procès est quelque chose d'une démarche floue, un peu fou parfois. J'espère que vous parviendrez à jurer cette prestation avec discernement. Alors, mesdames et messieurs, après ce petit moment de publicité, je vous demande d'applaudir Adeline Kubert. Notre troisième juré n'est plus à présenter. Non seulement parce qu'il incarne lui-même l'éloquence, mais parce que sa présence a souvent été requise pour de nombreux événements ici, et qu'il a presque sa carte d'étudiant à l'ICP. Alors, comment pourrais-je vanter, en seulement quelques secondes, un CV aussi immense que Guernica, 3,50 m par 7 pour rappel? Eh bien, en tant qu'étudiante de droit qui se respecte, j'aurais pu vous faire un cours d'art oratoire en vous présentant 3 techniques pour vous montrer à quel point ce juré est extraordinaire. Ethos, pathos, logos. Vous avez vu? J'ai appris ma leçon. Ethos, c'est l'image que l'orateur donne de lui et de son discours. Un regard perçant. 2 petites lunettes rondes. Un sourire malicieux. Il éblouit son auditoire, mais stresse ses orateurs par son phrasé corrosif, mais bienveillant. Pathos, c'est l'argument qui fait appel à vos émotions. De nature très timide, il était au départ comme certains d'entre vous, craintif de prendre la parole. Il a pourtant su combattre sa peur et devenir l'une des figures les plus emblématiques de l'éloquence. Logos, c'est l'argument logique. Maître du droit français, avocat au Cour suprême, formateur du projet Eloquentia et grand écrivain de nombreux ouvrages comme La parole est un sport de combat qui, mesdames et messieurs, est aujourd'hui un jeu de société. Finalement, ce qu'il faut retenir de cet homme, c'est qu'il ne peut se résumer mieux que par lui-même. Alors un tonnerre d'applaudissements pour Maître Bertrand Perrier.
voilà un peu embarrassé. La dernière jurée que je suis censé vous présenter est une ancienne femme politique. Je vais vous faire une confidence. Lorsque l'on m'a indiqué que je devais la présenter, je me suis gratté la tête. Je ne savais pas trop comment l'aborder, en sachant que tout ce qu'elle avait accompli dans sa vie était plutôt complexe, compliqué pour vos petits cervelets. Donc, je suis parti voir un ami proche, Google, qui m'a redirigé vers un autre ami proche, Wikipédia. Et cet ami proche m'a indiqué qu'elle a été ministre de la Culture et de la Communication de 2012 à 2014 sous François Hollande. Donc, elle a été ministre de la Culture et de la Communication de 2012 à 2014 sous François Hollande. Elle a participé à la refonte de la loi Hadopi, donc elle a participé à la refonte de la loi Hadopi. Si vous ne savez pas ce qu'est la loi Hadopi, pour les petits coquins, c'est la genre de lettre que vos parents recevaient lorsque vous avez mis sur des sites illégaux. Et donc, cet ami Wikipédia m'a également dit qu'elle avait fait la sécurisation du financement de l'audiovisuel, fin de la nomination des trucs un peu trop compliqués, etc. Wikipédia ne m'a pas été d'une très grande utilité. Et là, mon discours perd de sa pertinence, je pars un peu dans tous les sens, on s'éloigne du sujet. Donc, je me recentre. Le juré que j'ai l'honneur de vous présenter est une femme de lettres. Elle a été normalienne. Elle est également romancière. Si vous pouvez me signer celui, ça serait super. Une femme du grand écran. Elle a été présidente du Festival de cinéma méditerranéen de Montpellier. C'est une femme d'art, qui est donc notre invitée ce soir pour juger de l'art, avec un grand A. À vrai dire, j'aimerais avoir sa vie, ses engagements, ses combats, mais à quelques détails près. Même si le détail près en question, c'est qu'elle faisait partie du Parti Socialiste, enfin, feu Parti Socialiste. Pour autant, elle nous fait l'honneur de sa présence ici ce soir. Donc je vous demande une standing ovation pour notre présidente du jury, Aurélie Filippetti. Passons aux orateurs. Ce soir, nos orateurs, ceux qui viendront témoigner, plaider pour accuser et défendre Pablo Picasso, la tâche va être ardue. Ardue tout d'abord pour l'accusation. Qui se composera de 2 témoignages et d'une plaideuse. Le premier des témoins qui sera appelé à s'exprimer devant vous ce soir, c'est Marina Picasso, petite fille de Pablo Picasso. Elle sera interprétée ce soir par une femme grande, brune, ravissante, qui correspond parfaitement à l'archétype de l'étudiante à l'Institut catholique de Paris. Mais qui excelle dans tout ce qu'elle entreprend. Elle a fait les cours Florent, elle fait une licence de sciences politiques, elle fait régulièrement la tournée de tous les bars du 6e arrondissement, et elle enseigne en plus ce soir. Donc mesdames, s'il vous plaît, messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Clara Manel. Son témoignage sera accompagné de celui de Felwine Sarr, écrivain ayant écrit sur l'appropriation culturelle et notamment l'appropriation culturelle africaine. Il sera interprété par un homme qui, ma foi, correspond parfaitement à l'adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Il est tous les jours en jogging, il se véhicule tous les jours avec un scooter débridé. Il a les cheveux lisses de PNL, l'ambition de Che Guevara. Il ne le sait pas encore, mais c'est déjà un très grand orateur, donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Sola Luna. Ces 2 témoignages accusateurs seront portés par une plaideuse, une oratrice d'exception, une femme de fer, une femme glaçante, qu'on appelle communément la Margaret Thatcher algérienne. Alors qu'en réalité, c'est un cœur.
qui a un amour profond pour l'éloquence. C'est un peu la maman de la grande famille TICP éloquente et accessoirement la vice-présidente en question. Donc, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Myriam Sandy. Ardu tout autant pour la défense, qui ce soir s'attachera à préserver un monument de l'art. Peintre, dessinateur, sculpteur ou encore graveur, le père des demoiselles d'Avignon sera ce soir défendu par des orateurs d'exception. D'abord par les témoins de la défense, véritable révélation d'ICP éloquence. Si le premier a plus d'expérience que la seconde, ce soir, ils seront à la hauteur de la tâche qui leur incombe. Nous avons tout d'abord l'honneur de compter parmi nous celle qui incarnera Jacqueline Roch, la dernière femme de Picasso. Si vous ne la connaissez pas encore, elle saura vous séduire comme elle nous a séduits. Nouveau visage de notre chère association, elle est jeune, dynamique et souriante. Autant de qualités qui lui ont permis un succès foudroyant. Finalement, elle est pour nous ce qu'est Weshden à TikTok. Mais avec du talent. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Amélie Bongard. Notre deuxième témoin est un homme mystérieux. Au premier abord, il vous semble timide et réservé. Pourtant, sous ce regard discret et un sourire qui en dit long, se dessinent les traits d'un grand orateur, ambitieux et un peu fier. Que prennent garde ceux qui le défient sur ce terrain, car sa répartie et son imagination font de lui un orateur terrible et redoutable. Dans le rôle de Paul Éluard, poète et grand ami de Pablo Picasso, merci d'applaudir Thomas Potier. Enfin, mesdames et messieurs, laissez-moi introduire l'élément central de la défense. D'une impartialité sans faille, elle s'est autoproclamée avocate générale de la défense en y allant franco, sans mauvais jeu de mots. Présidente de notre association, elle nous apprend tous les jours à parler fort pour s'adresser à l'audition. Car oui, mesdames et messieurs, à ICP Éloquence, on ne s'adresse pas à l'auditoire, mais bien à l'audition. Au fond, elle est une brillante oratrice. Au fond, elle est un peu notre deuxième maman. Au fond, elle est surtout celle sans qui rien de tout cela n'aurait pu être possible. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Elsa Teleki. Mesdames et messieurs les jurés, chers orateurs, chers publics, laissons place à l'accusation et à la défense pour que cube après cube, l'image se forme et laisse apparaître un chef-d'œuvre parfait. Il me semble qu'on a assez patienté et présenté. J'appelle donc pour commencer le premier témoin de l'accusation, Marina Picasso. Pablo Picasso, ce nom si connu qui inspire peut-être chez vous admiration, n'inspire chez moi que dégoût. Picasso, ce nom qui est pourtant le mien, que je porte depuis toujours, est pour moi un lourd fardeau.
Alors oui, certains diront que je ne suis qu'une ingrate, que tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à mon grand-père, et quel culot alors de s'attaquer à lui après avoir hérité d'une telle fortune. Mais comprenez qu'il est difficile de jouir d'une fortune qui baigne encore dans le sang de mon frère et de mon père. Comprenez qu'il est difficile d'oublier le suicide d'un frère. Mon frère tente de se donner la mort le jour de l'enterrement de mon grand-père Pablo Picasso. Submergé par un sentiment de frustration et de désespoir, il décide de boire de la javel. Mais la tentative échoue et il est emmené en hôpital où il mourra 3 mois plus tard. Et pourquoi? Parce que nous n'avions pas l'argent pour le sauver. L'ironie, c'est que j'ai reçu mon héritage que peu de temps après. Mais ne vous méprenez surtout pas. L'acte désespéré de mon frère n'est en aucun cas un témoignage de l'amour saint d'un petit-fils à son grand-père. Non, tout au contraire. C'est la preuve de l'abus émotionnel que Pablo Picasso exerçait sur tous ses proches. Mon propos est bien de rendre palpable la souffrance des victimes. En effet, si je suis ici ce soir, c'est bien pour vous raconter mon histoire. En réalité, Pablo Picasso n'est mon grand-père qu'au sens biologique du terme. Quand il nous arrivait, mon frère et moi, de passer les grilles de sa villa, la Californie, car déjà le simple fait d'être accepté ne nous était pas aisé, mon grand-père ne nous témoignait ni amour, ni le moindre signe d'affection, nous laissant souvent repartir avec une immense frustration. Je me souviens avoir été très jalouse d'Esmeralda. Esmeralda, c'est la chèvre de mon grand-père. Alors, oui, cela peut faire sourire, mais j'étais réellement jalouse de cette chèvre, parce qu'elle avait le droit de vivre en liberté dans cette propriété. Alors que nous, on avait tellement de barrières pour accéder à notre grand-père, que quand j'étais petite, je me réfugiais vers la chèvre et je me disais, elle a vraiment de la chance. Esmeralda, la chèvre, a été représentée des centaines de fois dans ses sculptures, ses céramiques, ses peintures. Nous, jamais. Pas une fois, pas même dans un petit croquis. Mais parce que nous n'étions rien à ses yeux. Mon père lui apparaît tout de même dans de nombreux tableaux. Polo en arlequin, polo sur un âne. Des portraits, en somme, extrêmement tendres. Picasso disait lui-même que ses œuvres étaient bien plus ses enfants que les êtres humains qui prétendaient être ses enfants. En réalité, il ne s'intéressait à eux que pour leur mère. Il les percevait comme un moyen de s'attacher les femmes et de s'assurer qu'elles ne le quittent. Mais lorsque la déesse devient paillasson, pour reprendre ses mots, alors l'enfant n'a plus de valeur à ses yeux. Il avait alors arrêté de voir son enfant Maya, Claude et Paloma, dès lors que son intérêt pour leur mère s'était épuisé. Au-delà du côté affectif, mon frère et moi avons eu un parcours matériel très difficile. Nous connaissions la misère, tandis que mon grand-père baignait dans l'argent. Alors qu'un simple gribouillis signé Picasso valait de l'or, nous, petits-enfants de l'illustre peintre richissime, nous étions presque des mendiants. Je garde un souvenir amer de nos visites occasionnelles à la Californie, parce que je supportais mal de voir mon père s'humilier pour arracher quelques billets de banque à mon grand-père, milliardaire. Depuis toujours, Picasso a abaissé son fils. Il l'a convaincu qu'il n'était qu'un médiocre et un raté, et mon père a fini par le croire. Picasso a fait de lui à l'âge adulte son chauffeur privé et son principal souffre-douleur, le plongeant rapidement dans la dépression et l'alcoolisme. Et nous en étions malheureusement, mon frère et moi, les dommages collatéraux. Mon père n'a jamais réussi à se révolter ou s'émanciper. Mais vous savez, quand on est le fils d'un grand artiste, on n'a pas beaucoup d'existence. Donc on se sent tout petit et on fait ce qu'on peut. Mon père, tout comme ses amis proches et les femmes qui ont partagé sa vie, était totalement sous son emprise. Mon grand-père, il savait parfaitement comment garder ses proches sous sa domination, que ce soit pécuniairement, émotionnellement ou les deux à la fois. Et ses victimes, oui, je me permets d'employer ce terme, le vénéraient en retour. Je me souviens que Jacqueline Roch, sa dernière femme ici présente en tant que témoin de la défense, était un de ses souffre-douleurs principales.
Elle était sa secrétaire, sa gouvernante, la traductrice de sa volonté en action. Et alors qu'il l'humiliait constamment, même dans sa peinture, Jacqueline avait pris l'habitude de l'appeler Monseigneur ou le Soleil et de lui parler à la troisième personne. Mais comprenez que nous faisions tous partie d'une secte dont le grand maître était Picasso. Notre vie faisait partie intégrante de la sienne. Et parce qu'on lui a donné ce pouvoir, jour après jour après jour, il nous a mis sous sa domination. Il régnait sur mon père, qu'il a réduit à la condition d'esclave et de mendiant. Mon frère et moi dépendions de ses caprices. Il nous a tous assujettis à son inextinguible volonté de puissance. Il use et il abuse. Le génie que tous les amateurs d'art lui accordent lui fait croire que ses dons le placent au-dessus et au-delà de l'humanité. Pablo Picasso a saccagé notre famille. Car voilà, si je vous parle aujourd'hui, c'est bien parce que je suis la seule de ma famille à avoir survécu à la malédiction du nom Picasso. Je vous remercie. J'appelle à la barre le premier témoin de la défense, Jacqueline Roth. Mais qui est Pablo Picasso? C'est véritablement la question que je me pose. En 1952, à Madoura, quand je le rencontre, cet étranger. Puis, j'ai vite compris. Pablo est à l'image de ce qu'il crée inlassablement, de ce qu'il peint. Il est un oiseau de nuit, d'abord, à l'instar de sa petite chouette, Ubu, omniprésente dans son art. Sa forêt est un atelier. Ses pinceaux sont ses ailes lui permettant de voler et jeter sa comète, celle pour qui il aurait tout donné. Vous l'aurez compris, Pablo est un drôle d'oiseau. Mais la passion volatile ne s'arrête pas là. Si Ubu quitta l'atelier un de ces fameux jours d'été, la colombe, elle, continua d'être son symbole dans ses combats. Donc c'est un symbole de paix, elle est omniprésente et elle est comme cette thématique que mon Pablo s'est tué à défendre pendant des années. Des combats, mesdames, messieurs, qui lui auront valu de renoncer à la chose qu'il estimait le plus au monde, la nationalité française. Un comble, me diriez-vous, pour un homme jugé ici ce soir, à Paris. Enfin, pensez-vous que cela l'aurait arrêté quand partout son nom est suivi d'anarchistes? C'est bien mal connaître Pablo que de penser ça. Il ne renonce pas à ses combats, à ses passions et surtout à la France. La France, parlons-en d'ailleurs. Elle ne lui accorda donc jamais la nationalité française pour cette prétendue anarchie, mais elle fut bien heureuse d'inaugurer ses œuvres au Louvre des années plus tard. Enfin, nous ne sommes pas au procès de véritables coupables ce soir. Non, mesdames, messieurs, ce soir nous sommes au procès de Pablo Picasso et il est sur le banc des accusés. Seulement, j'ai une question pour vous, membres du jury, madame la présidente. Pensez-vous qu'en clamant la culpabilité de Pablo Picasso, vous condamnez un seul homme? Non. Vous condamnez bien plus que ça. Vous condamnez l'honnêteté d'abord. Comment faire entendre à nos enfants qu'il faut être honnête si l'on condamne et muselle ceux qui ont eu l'audace de l'être? Un crâne, des oursins, une lampe sur une table. Un tableau frappant de simplicité, violent de réalisme, et que l'on décide d'enterrer, comme les victimes de ce régime qui révulsait Pablo et contre lequel il s'est battu. Mais ce n'est pas tout. Vous condamnez aussi la générosité, parce que être artiste, c'est avant tout partager son art, sa vision, sa philosophie. Être Pablo Picasso, mesdames, messieurs, c'est laisser plus de 120 000 œuvres, un bout de son âme. Et puis finalement, vous condamnez la passion de vivre, de s'exprimer, d'aimer. L'extravagance du baiser ne pourra plus jamais être savourée. Mais finalement, je suis comme vous. Je condamne ces qualités. Je les condamne et je les déteste du plus profond de mon être, parce que sans ces qualités, l'homme que j'ai tant aimé ces 20 dernières années ne serait pas ici, sur le banc des accusés.
20 ans au rythme des saisons, dans ce lieu dont le nom me semble désormais dénué de sens, le mas de Notre-Dame de Vie. 20 ans des étés à Cannes, des hivers à peindre, des cafés auprès des cigales, des caresses sous les oliviers. Mais désormais, l'odeur du tabac froid s'estompe, petit à petit. Les pinceaux ne jonchent plus le sol, le souvenir de nos nuits nus peignants s'efface. Bref, le vieux guitariste aveugle a cessé de jouer. Pour autant, mon Pablo, lui, a enfin trouvé ce qu'il recherchait tant, la paix. Mais enfin, si parfois certains corbeaux médisants continueront de dépeindre Pablo Picasso comme le roi de la basse-cour, c'est parce qu'il voue une adulation sans faille à la femme. Comme vous l'avez dit, vous pensez que je ne suis rien sans lui. Mais vous vous méprenez, tous. Marina Picasso. Je suis le véritable soleil de sa vie. La vérité est qu'il n'est rien sans moi. La femme est l'essence même de son art. Nuit et jour, il m'a peint au soleil avec mon chapeau, la tête haute. Je suis l'essence de son art. Le premier pan m'était dédié. Moi ainsi que toutes ces femmes qui ont eu la chance de partager sa vie. C'est mon portrait qui est affiché dans des centaines de musées. Si Pablo voit en un morceau de tôle, un brin de fer, un verre d'absinthe l'avènement d'un chef-d'œuvre, osez imaginer l'attention qu'il accorde à sa muse, à ses muses, devrais-je dire. Alors si je suis l'âme de Pablo, moi ainsi que toutes ces femmes qui ont inspiré sa vie, ainsi que toute cette société qui a inspiré son art, et que nous sommes ici ce soir, mais je vous en prie, condamnez-nous aussi. J'appelle à la barre le deuxième témoin de l'accusation, Felwine Sarr. Le mensonge donne des fleurs, mais ne donne pas de fruits. C'est ma mère qui m'a appris ce proverbe, me disant que jamais le mensonge ne perd. Maman, je suis désolé, mais tu avais tort. Tu avais tort et c'est pour ça qu'on m'a demandé, convoqué, en tant que témoin de l'accusation, contre un homme, contre un artiste, peut-être contre un génie. Mais ce soir, je serai témoin de la défense de l'art, de la culture et de l'Afrique, en mémoire à ma mère. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, je me tiens devant vous comme d'autres avant moi pour vous raconter une histoire. Je suis là en tant que messager, en tant qu'homme, pour parler de mon héritage que M. Picasso, comme bon nombre d'artistes, a volé, pillant la culture et la frappant d'amnésie. Aujourd'hui, un nombre inimaginable d'artefacts, d'œuvres d'art ou d'objets du culte africain ont été volés pour se retrouver dans les musées occidentaux, altérant la transmission de la mémoire, de l'histoire et du capital culturel de mon peuple. Je ne crois pas que ça soit le cas de M. Picasso. Il n'a volé aucun artefact, aucune œuvre d'art, aucun objet de culte. L'appropriation culturelle ne se limite pas au pillage. L'appropriation culturelle, la colonisation culturelle, c'est également lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination, c'est manger l'autre. Certains diront que l'art se nourrit de l'art et que l'être humain n'a pas l'art infus. Il ne peut pas créer à partir du néant. Cette façon de penser, d'apprécier, de contempler l'art ne peut être vraie pour les génies comme M. Picasso. Elle ne peut être vraie parce que chercher ne signifie rien en peinture. Ce qui compte, c'est trouver. M. Picasso a très bien trouvé. Il a trouvé sa victime, affirmant qu'il ne connaissait pas l'art nègre, mais volant la culture de mes terres. Lorsqu'en 1907, il peint Les Demoiselles d'Avignon, toile considérée comme un point tournant dans l'histoire de l'art, à qui doit revenir le génie? Ce génie ne peut revenir à Pablo Picasso, volant les traits des masques africains pour peindre les visages de ses prostituées. Picasso, qui tout en ne connaissant pas l'art nègre, a miraculeusement vu et admiré ces masques au musée d'ethnographie du Trocadéro, et qui pour leurs auteurs n'étaient pas de l'art, mais des symboles sacrés,
Picasso les a détournés de leur sens et de leur essence, assassinant le divin et souillant l'histoire de ma culture. Les Demoiselles d'Avignon en est le plus bel exemple, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Je reconnais dans les œuvres de M. Picasso les couleurs de chez moi, les formes appartenant à ma culture, et je retrouve avec un bonheur presque splénien les émotions de mes ancêtres. Et vous me direz, cherchez, et vous me direz que c'est un mot d'amnésique. Mais nous autres qui avons la mémoire, nous savons ce qu'il en est des œuvres africaines. Pas une fois. L'art de mes ancêtres avait plus de reconnaissance que celle de ces voleurs, comme l'aime M. Picasso. Ma mémoire à moi est fantasque. Il m'arrive même de parler très fort à l'oreille d'un mur. Et je pense que ce mal touche aussi M. Picasso, lui qui s'est présenté comme quelqu'un qui a tant aimé l'art africain qu'il a voulu le présenter au monde. Il n'est pas possible de croire cela. L'ennemi est toujours présent, déterminé à empêcher l'Afrique d'émerger par son mensonge. Vous savez, en 2018, lorsque j'écrivais un rapport pour la restitution des œuvres africaines pour la présidence de la République, certains me reprochaient de n'être ni spécialiste de l'art africain, ni spécialiste de la communication. Surprise, c'est vrai. Mais nous parlons d'un peuple qui est le mien, d'une culture qui est mienne, d'un patrimoine appartenant à mes ancêtres, mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas ici en tant qu'écrivain ou en tant que rapporteur de la République, mais en tant qu'homme. En tant qu'homme, révolté de voir qu'il est toujours d'actualité de passer sous silence le pillage de ma culture. Le rôle d'un artiste n'est pas de créer quelque chose de beau. Son rôle, c'est d'être vrai. Et ce n'est pas le cas de M. Picasso. Il est à l'art ce que Judas est à la religion. Il a trahi l'essence des choses. Il a voulu copier la nature plutôt que l'interpréter. Je suis né au Sénégal. Et j'ai grandi dans plusieurs villes, Strasbourg, Kaolack, Tambacounda et même Dakar. Et je vous le dis avec un peu d'émotion en racontant mon histoire ce soir pour vous montrer comment l'Occident, par des génies comme M. Picasso, a pillé nos terres et nos cultures. Je vous le dis parce que cela vient du fond de mon cœur. Il faut rendre à l'art africain ce qui appartient à l'art africain. L'art est un mensonge qui nous fait entrevoir la vérité. Ce sont les mots de Pablo Picasso lui-même. Et je me permets, en changeant les rôles pour une fois, de me les approprier. Je les lui vole pour demander la justice. L'art est un mensonge qui nous fait entrevoir la vérité. Je le pense aujourd'hui. Il est grand temps d'entrevoir la vérité sur l'art de cet homme, sur l'art volé, et enfin mettre à terme à cette colonisation. Maman, en fait, tu avais raison. C'est toi qui m'as dit que lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible, et qu'ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert les yeux, les Blancs avaient la terre et nous avions la Bible. Pour toi, maman, je le clame aujourd'hui. Monsieur Picasso, je vous rends la Bible et je vous laisse les terres. Et je reprends notre art. J'appelle à la barre le deuxième témoin de la défense, Paul Éluard. Pablo ne bande plus. Après la période bleue, la période rose, la période réfractaire, mesdames, messieurs les jurés. À 54 ans, Pablo vient d'y rentrer. Les jouissances artistiques s'espacent, son flux créatif n'est plus aussi fécond qu'il n'a pu l'être, et son désir s'estompe peu à peu, comme ces courbes qu'il passait autrefois tant de temps à retravailler. Si, comme il me le disait souvent, à moi, son ami Paul Éluard, l'art n'est jamais chaste, son œuvre, depuis plusieurs mois, est vierge. Il lui manque une cause. C'est en décembre 1936 qu'il rencontre Dora, dont nous n'avons pas encore parlé, par mon intermédiaire, au De Mago. Dora Maar, Dora l'impétueuse,
Dora, l'amie d'André Breton, mais aussi de Man Ray, Dora l'exploratrice. C'est une explosion de couleurs. C'est la rencontre entre le rouge et le noir. Ce coup de foudre entre Dora et Pablo, il est amoureux, bien sûr, mais il est aussi idéologique. De cette collaboration, pour la liberté, naît une première toile, Dora et le Minotaure. Le Minotaure, ce monstre à tête de taureau, mi-homme, mi-bête, qui enveloppe Dora, qui la recouvre de son ombre et de son corps, qui la possède presque, mais pas encore. Évidemment, derrière le Minotaure, il y a Franco, homme, peut-être, bête, assurément. Et Dora, c'est la résistance de l'Espagne, la mère patrie de l'étranger. Cette figure du taureau, on la retrouve dans Guernica, symbole de l'obscurantisme, de la barbarie, de la sauvagerie. Après la période réfractaire, mesdames, messieurs les jurés, la guerre, le combat pour la liberté, la cause, enfin, Pablo bande de nouveau. Pablo a trouvé en Dora le modèle, la partenaire, la muse, qui lui a permis, à notre façon, à sa façon, la façon pacifique, de lutter contre la barbarie, contre l'oppression, pour la liberté. Pas la peine que je vous écrive son nom, mesdames, messieurs les jurés. Les seuls coups que Pablo ait jamais portés, ce sont des coups de pinceau. Les seuls points que j'ai jamais utilisés, moi, Paul Éluard, ce sont les points de ponctuation. Le seul instrument de cette accusation, c'est de jouer du violon, et cela finit par les rendre aux chèvres. Alors c'est vrai, par amour, Dora a fait des sacrifices. C'est vrai, elle a renoncé à son objectif, la photographie. Mais ça n'était pas seulement par amour pour Pablo, c'était par adhésion à une cause, à notre cause, à une cause à laquelle vous auriez peut-être adhéré vous aussi, si vous étiez né à cette époque. Une cause qui nous dépassait tous, et dont Dora savait que de par son génie, Pablo était le plus à même de la représenter. Pour la cause, Dora s'est dévouée corps et âme. Pour la cause, elle s'est mise à nu, au sens propre du terme. Pour la cause, elle est restée parfois à poser pendant des nuits entières dans notre maison du Midi, reprenant la pose, redressant le bassin, acceptant le caprice, le perfectionnisme de l'artiste. Pour la cause, elle a pleuré devant Pablo. Dora est devenue la femme qui pleure, symbole d'une Espagne meurtrie, d'un pays qui souffre. En 1945, lorsque la guerre fut finie, lorsque le sacrifice que Dora avait effectué pour la cause venait enfin de payer, Pablo a tiré un trait sur ce qui avait sans doute été la période la plus riche de leur existence, mais aussi la plus éprouvante. Il s'est remarié avec Françoise Gillot, qui l'a peinte, au contraire de Dora, comme une figure solaire et lumineuse, métaphore d'une reverdie, du retour des beaux jours après la tempête. Mais l'angoisse, l'ombre, le monstre de la guerre a continué à rôder dans nos esprits. Je me souviens le jour où Pablo et moi avons accompagné Dora chez le professeur Lacan. Je me souviens la tristesse que nous avons ressentie lorsque cette femme, autrefois si pleine de joie, si gaie, si drôle, si prompte à s'engager dans de nouvelles aventures, a peu à peu sombré dans la dépression et la folie. Nous avons tout tenté pour la ramener à la raison. Mais il était trop tard. La guerre avait fait son œuvre, la cause l'avait emporté.
Monsieur de la Cour, honorable audience. Ce soir, la tâche qui m'incombe est loin d'être aisée. Ce soir, je m'attaque à un génie de l'art, à un révolutionnaire, à un artiste hors norme. Du moins, c'est ce qui a été religieusement attesté. Et voyez-vous, ce soir, j'accuse. Alors, les témoins de la défense vous ont compté les mérites de Picasso. Ils vous ont fait part de son génie, de son influence, et qui plus est de sa créativité. Mais la réalité, mesdames, messieurs, est tout autre. Sous quel prétexte pouvons-nous le déclarer génie sans même aller au fond des choses? Chère défense, avez-vous lu entre les lignes? Avez-vous regardé ce qui se cache derrière les formes? Picasso a été proclamé génie. Et c'est très précisément ce statut qui lui a donné l'impunité la plus totale pour être le monstre qu'il a été. Oui, le monstre. Il n'y a pas d'autre mot. Alors oui, l'euphorie fait vite place au questionnement. Si le génie éclate dans l'œuvre, cela ne justifie pas que l'auteur porté au nu de la femme qui pleure ou l'artiste exceptionnel qui s'est choisi le Minotaure comme avatar violeur est peut-être si cynique et cruel avec ses proches. À commencer par ses femmes et ses enfants. Mais, mesdames, messieurs les jurés, les créateurs ont-ils le droit d'engloutir et de désespérer tous ceux qui les approchent? Leur quête d'absolu doit-elle passer par une implacable volonté de puissance? Leur œuvre, fut-elle si lumineuse, mérite-t-elle un aussi grand sacrifice de vie humaine? À aucun moment, mesdames, messieurs, l'ensemble de la famille Picasso n'a su se soustraire de l'étau de ce génie qui avait besoin de sang pour signer chacune de ses toiles. Ainsi, les périodes de son travail pictural correspondent à chacune de ses compagnes. Chère à pétrir, à marquer, à désincarner avant de passer à la suivante. Un soir d'octobre 1977, une des compagnes de Picasso se suicide. Quelques années après, l'une d'entre elles répète le geste désespéré. Dora Maar, quant à elle, finit à Saint-Cas, internée. Un drame après l'autre. Un seul facteur commun, Picasso. Dora Maar, il l'humiliait quotidiennement. Et pourtant, c'était son amante, sa muse. Il la frappait, et parfois jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La série La femme qui pleure la représente, c'est elle, sous les traits cubiques d'un visage déformé par la douleur et l'angoisse. 53 œuvres dénommées La femme qui pleure. 53 visages tordus de douleur. 53 histoires sordides. Alors non. Non, La femme qui pleure, ce n'est pas l'histoire d'une femme ayant tragiquement perdu son père pendant la guerre d'Espagne. Non, ce n'est pas cette histoire qu'on nous a tous contée en histoire de l'art au collège. Mais bien une forme torturée. Non pas par sadisme, mais par plaisir, disait-il. Comment accepter de telles paroles? De la même manière, la série sur le Minotaure correspond à sa relation avec Marie-Thérèse Walter, jeune lycéenne de 17 ans. Lui en avait 45. Marie-Thérèse, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui fait la rencontre d'un artiste très célèbre qui pourrait largement être son père et qui profite de sa naïveté pour lui faire exactement
exactement ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. C'est à cette rencontre qu'il introduit dans ses peintures le Minotaure. Il le choisit comme son alter ego. Ce qui fascine le plus chez le Minotaure, c'est la terreur qu'il provoque chez les humains. Alors, oui. Pour lui, c'est le symbole de sa volonté d'anéantir les femmes. Marie-Thérèse a témoigné cela. Quand Picasso arrivait, d'abord il me violait. D'abord il viole la femme, et puis après on travaille. Mesdames, messieurs les juges, ce long travail n'est-il pas extraordinaire? Elle reste là, gisante sur le lit, et lui la peint. Le sujet du viol est omniprésent dans l'œuvre de Picasso. Il a utilisé le Minotaure comme un prétexte pour montrer des scènes de viol. Mais dans le récit mythologique, le Minotaure n'est pas un violeur. Et comme Picasso a fait du Minotaure son alter ego, c'est en quelque sorte lui-même qu'il se représente en train de violer. Il y a une cinquantaine d'œuvres dénommées le viol. Picasso s'est dénoncé lui-même. Que demander de plus? Mesdames, messieurs, les tableaux cubistes de Picasso démembrent le corps des femmes, les taillades dans tous les sens avec une agressivité non dissimulée. Picasso assujettissait les femmes. Il les matait, les ingérait, les écrasait sur sa toile. Après tant de nuits à extraire leur essence, une fois asséchés, il les jetait. C'était un amant jaloux et possessif qui exigeait de ses femmes une complète soumission et un abandon des plus totales. Alors, là où l'homme pervers vient assombrir son œuvre, la nécrose s'est largement propagée en l'artiste. Et l'artiste a détruit l'homme. Picasso, comme vous l'a expliqué M. Sartre tout à l'heure, appelait des motifs et des styles de l'art africain sans être un véritable partisan des fabricants et artistes d'origine. Toute sa vie, il a collectionné des œuvres qui ont énormément influencé son travail et sur lesquelles il projetait ses propres superstitions, mais sans jamais avoir le moindre intérêt pour la dimension historique ou sociale de ses œuvres. Mais rappelez-vous, il n'en a rien à faire des autres. D'une autre culture, d'un autre sexe, d'une autre pensée, ça ne l'intéresse pas. Il est égocentré à un point superlatif. La culture des Bantous, c'est sa culture, il se l'approprie. L'altérité n'a pas lieu chez Picasso. Mais au-delà de ça, s'en intègre une réelle adoration de ces cultures de sa part. Picasso n'a à aucun moment fait la moindre mention d'une quelconque inspiration ou influence qui lui serait venue d'ailleurs. Alors non, pour sûr, Les Demoiselles d'Avignon, ce n'est pas l'œuvre d'un génie créatif, et très probablement des centaines d'autres. Alors, mesdames, messieurs les juges, en 2010, une œuvre de Marie-Thérèse Walter, Nue et endormie, ou plutôt inconsciente, a été vendue aux enchères à plus de 106 millions de dollars. 106 millions de dollars. N'est-ce pas extraordinaire? Que l'on paie aussi cher pour le portrait de cette adolescente que Picasso a peinte nue, après avoir violé. Que l'on continue de s'extasier devant les portraits de Dora Maar, en larmes, terrifiée, parce que Picasso vient de la frapper. Toute cette souffrance, toutes ces vies brisées, pour que ces œuvres mortifères voient le jour. Ces œuvres ne sont d'ailleurs pas expertisées comme étant complètement de lui. Madame la Présidente,
mesdames, messieurs les juges. Est-ce cet héritage que nous allons laisser? Allons-nous apprendre à nos enfants à ne pas respecter leurs femmes, à ne pas respecter leurs enfants, à ne pas respecter les différentes cultures? Il faut éveiller les consciences. Il faut avertir le public. Regardons plus loin. Lisons entre les lignes. Regardons à travers les formes. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous exprimer mon profond regret pour avoir si longtemps considéré un homme comme étant un génie parce qu'on me l'avait dit et non pas parce que je l'avais pensé. J'appelle à la barre la plaideuse de la défense, Madame Elsa Téléki. Violeur, monstre, pervers, raciste. Voilà des mots qui résonnent en chacun de nous. À raison, s'il y a bien un portrait qui s'esquisse dans nos consciences, c'est celui d'un homme détestable. Alors, je sais ce que vous vous dites. Que je risque de tomber dans le cliché insalubre de l'éloquence. Celui de manipuler les consciences, d'estomper la vérité, de manier tous les pinceaux les plus machiavéliques qu'ils soient, pour en venir au raisonnement que le consentement, bon, c'est peut-être pas si important, que les valeurs humaines peuvent être mises de côté, peu importe si cela permet d'amuser la galerie, à défaut de la confectionner. Finalement, je me sens détestée ce soir. Comme Pablo Picasso, lorsqu'il a 18 ans, qu'il arrive tout juste en France, sous la fumée encore humide du quai, serrant la poignée de sa mallette, ayant un regard déterminé. Il ignore encore que les sons des sirènes le persécuteraient. Lui que l'on perçoit comme l'étranger, que l'on suspecte d'anarchiste et que l'on ignore artiste d'avant-garde. Il s'avère ainsi que je suis embêtée, extrêmement peinée même. Non pas parce que je dois adopter la posture de l'avocat du diable, non, mais parce qu'on vous a fait perdre votre temps. Il n'y a pas d'accusation. Je n'ai rien à défendre. S'il y a bien un viol ce soir, c'est celui de la justice. On se base sur des récits farfelus, des conflits familiaux, des chèvres. Des interprétations aussi bancales que ce pupitre. Les preuves, la présomption d'innocence, la prescription de la peine ont été totalement bafouées ce soir. Et n'importe quel homme, n'importe quelle femme, le plus stigmatisé qu'il soit, mérite qu'on le juge équitablement. Je suis tout de même heureuse de constater que nous partageons des valeurs communes ce soir, que nous sommes alarmés aujourd'hui par ce qui était considéré hier comme banal et anodin. Mais malgré la bonne volonté de l'accusation, la vérité sur cet homme, ses pensées, s'il a commis de tels actes ou non, notre condition humaine ne pourra jamais la déceler. Et s'il ne revient pas à nous de déterminer son jugement dernier, nous pouvons s'attarder sur ce qu'il reste, sur ce qu'il y a de concret, ses œuvres. C'est là le cœur du procès. Faut-il encore admirer les œuvres de Pablo Picasso? Et là, s'il y a bien une qualité dont fait preuve l'accusation, c'est le sens de la créativité. On vient nous faire croire que le Minotaure serait l'allégorie même de Pablo Picasso, que la femme qui pleure et son style cubique, représente les maltraitances. Finalement, les maltraitances sont partout, dans toutes ses œuvres. Finalement, que tout son art n'est que le fruit de cet esprit diabolique.
Mais Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, lorsque vous sortez d'un musée, disons exposant des œuvres de Pablo Picasso, avez-vous une envie soudaine de commettre un acte perverse? Conseillerez-vous à vos enfants, vos proches, de s'éloigner des musées sous prétexte qu'ils puissent tomber sur des œuvres de cette époque? Avant ce procès, avant ces interprétations, nul n'avait encore décelé une part de misogynie, une envie de violer à travers ces œuvres. Mais me diriez-vous, que faisons-nous, bien sûr, de toutes ces femmes qui ont contribué à l'inspiration de Pablo Picasso? Mais je suis d'accord. Reconnaissons leur travail, reconnaissons leur inspiration, qu'elles étaient talentueuses. Mais ne les représentons pas comme des femmes soumises et misérables. Est-ce ce féminisme que nous souhaitons? Nous n'avons pas besoin de piétiner sur le talent d'un homme pour faire briller celui de la femme. Quant à l'appropriation culturelle, luttons, main dans la main. Attaquons-nous au musée, à l'État qui sous-représente des cultures, mais sûrement pas à l'artiste qui était lui-même critiqué, lui-même discriminé, considéré comme un étranger. Non. Nul ne fera, et pourtant nul ne fera jamais de procès sur toute cette violence symbolique et physique qu'il a dû encaisser. Ne rendons pas la réalité d'aujourd'hui plus angoissante qu'elle ne l'est. Derrière ces interprétations se cache un réel danger. Voulons-nous qu'on nous suspecte d'admirer des œuvres un peu trop longtemps de Pablo Picasso? Voulons-nous qu'on se cache pour déguster l'art? J'en perds mes mots, tellement ça m'affole. Voulons-nous que l'on contrôle la liberté d'expression de l'artiste comme aux époques totalitaires? Ne remuons pas l'histoire d'un homme mort pour qu'aujourd'hui, ses œuvres restent éternelles. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur, chers concurrents et concurrents, merveilleuses plaideuses et formidables témoins, nous avons délibéré longuement avec une tension palpable au sein du jury dans l'enjeu du verdict à venir est crucial. Crucial pour la France, crucial pour l'histoire de l'art, crucial pour la postérité du dénommé Pablo Picasso. Et comme les tensions étaient palpables, que les débats ont été âpres, nous avons choisi de nous exprimer à tour de rôle pour vous donner nos impressions de ce moment merveilleux que vous nous avez fait passer à l'ombre ou dans les ombres du grand homme. Chacun son tour, chacun en commencer.
Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, l'un d'entre vous a dit que j'avais presque ma carte d'étudiant à l'ICP. Bien évidemment une flatterie chronologique, car je ne peux pas avoir ma carte d'étudiant, mais ce soir, véritablement, je le regrette. Je le regrette, non pas au regard du montant des droits d'inscription, qui sont toujours mais il faut bien financer le demi du culte. Oui, l'hostie devient hors de prix parce que le temps qui court. Et voyez-vous, si j'aimerais être étudiant parmi vous, ça n'est pas seulement pour retrouver votre jeunesse, c'est surtout pour retrouver votre talent. Retrouver, évidemment, le talent de Tara, la présentatrice, avec cette voix incroyable qui n'est clairement plus celle de la voix de 3e B, car depuis la voix de Tara a été frappée par la gauloise qu'elle fut. Et de toute évidence, monsieur le recteur, il y en a de la bonne à l'ICP. C'est normal, on est dans le 6e arrondissement, le cours est un peu plus élevé, on se fournit à Montaigne. C'était déjà le cas à l'époque. Et de toute évidence, cette voix des profondeurs. Tara, à côté de laquelle Thibaut est une femmelette. Thibaut, une virilité approximative. Thibaut, qui lui-même dit qu'il a pris une voix mielleuse pour appeler les membres du jury. Mais pas du tout. Moi, c'est Myriam qui m'a appelé. Il savait très bien que c'était pas lui, il fallait le faire appeler pour que je vienne. Lui, il a appelé Aurélie Filippetti dans cette espèce de faillotage institutionnel. Oh, j'ai votre livre. Absolu de Thibaut, mais Thibaut est pardonné parce que Thibaut fait la blague sur feu le PS, et là, tout le monde se marre. Et là, tu te dis, t'es bien à l'ICP. Et puis après, Thibaut nous explique qu'il a appelé pour former le jury ses anciennes conquêtes. Elles sont donc 3, car je n'en fais pas partie, je le regrette, mais moi c'est Myriam qui m'a appelé. Donc il y avait Thibaut, et puis il y avait après Ambre. Ambre qui nous a dit qu'elle voyait les expositions, les affiches de l'exposition sur Picasso l'étranger à la station Châtelet. Et là je dis, mais que se passe-t-il? Depuis quand les élèves de l'ICP prennent-ils le métro? Peut-être effectivement depuis qu'ils ont payé leur droit d'inscription. Bien. Après, il y avait Clara. Clara, dont on a appris qu'elle était à la fois au cours Florent et pilier de bar, actrice et postron, ça va souvent ensemble, hein. Et elle nous a expliqué le sort peu enviable de la chèvre. Et elle nous a expliqué qu'elle était jalouse de la chèvre, participant ainsi au combat des femmes de légionnaires, qui très souvent aussi sont jalouses des chèvres, puisque les opérations extérieures sont ce qu'elles sont dans l'armée. Et puis ensuite, il y a évidemment même monsieur le recteur à l'image. Car il y a de l'imagination, bien sûr. Vous savez. Alors, après, elle s'est offusquée, Clara, du fait que Jacqueline appelle Picasso Monseigneur et le soleil.
Mais c'est ce que j'exige de mes collaborateurs tous les jours. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à cela. C'est ce que François Hollande exigeait d'Aurélie Sousseret. Alors ensuite, évidemment, il y avait Amélie, Weshden, si j'ai bien compris. Grâce à toi, je vais m'abonner à TikTok, je n'y suis pas encore, mais nous nous y retrouverons en fin de soirée. Amélie, et tu nous as parlé du souvenir de nos nuits nues qui s'effacent. Nous allons les réécrire ensemble. Alors, ensuite, il y avait Solal. Alors, Solal qui nous dit, monsieur le doyen, il y a un vrai problème à l'ICP, je reprends la Bible. Il faut lui donner, là. C'est l'occasion. Une âme perdue qui revient dans le droit chemin. C'est des indulgences au jugement dernier. Et ça, c'est pas négligeable. Vous pourriez expier les doses de droit d'inscription devant Saint-Pierre au moment où il vous demandera des comptes. Et ça, c'est très important. Et il nous dit, je reprends la Bible et je vous laisse les terres. Les terres qu'il fume, donc, dans les soirées où il sniffe pour finir, qu'il nous dit qu'il parle fort à l'oreille des lions. Ce garçon ne va pas du tout bien. Si quelqu'un voulait prendre en charge Solal, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Et je vois que Myriam s'en charge immédiatement. Et je m'en réjouis beaucoup parce que, de toute évidence, il y a quelque chose à faire dans la psychiatrie avec Solal. Après, il y a Thomas. Alors là, on ouvre le chapitre Thomas, qui en termes de psychiatrie se pose là également, que le mec, il arrive, tu lui as rien fait, on donne une bonne soirée, et direct, le mec t'engueule. Il te dit, Picasso ne bande pas, car il a 54 ans. Thomas, j'ai 49 ans et je t'emmerde. N'oubliez pas également, mesdames, messieurs, au moment où le jugement se fera, que bien sûr, Ordre a tenté la blague sur Franco, qui était déjà ambitieuse, mais la blague sur Dora l'exploratrice, c'est vous. Et puisqu'on est né au jeu de mots pourri, je rajoute le mien, car de toute évidence, il y a chez ce garçon une frustration très forte qui fait que dans sa vie, Thomas, beaucoup draga, mais guère Nika. Nous avons le duel au sommet, incroyable, Myriam Elsa, à un niveau stratosphérique, pour savoir sans doute si Picasso est à la peinture ce que Jean-Luc Lahaye est à la chanson. Et là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et en même temps, c'est remarquable. Remarquable, je vous le dis, de recherche. Je ne dis pas que les témoins n'ont pas été bons, mais vraiment, d'approfondissement, de culture, avec quand même cette interrogation d'Elsa, qui nous explique, elles étaient quand même tout ça un peu consentantes, elles étaient tout. Alors moi je vais te dire, pour qu'elles aient la gueule qu'elles ont sur les tableaux, c'est qu'elles n'aimaient pas ça du tout. Donc le consentement d'une nana qui à la fin devient cubique, si tu veux, moi il me plaît, mais c'est pas sûr que ça passe. Tu vois, parce que elles sont clairement déformées. Alors après tu peux trouver ça beau, mais tu peux pas trouver ça consentant.
ça n'est pas possible en termes de preuves qu'il y a un truc qui va pas. Les avocats disent ça se plaide au sens où c'est tombé d'avance. Je te le dis, non, ça n'est pas possible. Mais je salue évidemment le travail extraordinaire que vous avez tous fait et qui, moi, m'a vraiment transporté. J'ignorais les 9/10 des choses que j'ai entendues de votre bouche ce soir, qui étaient remarquables. D'abord, je salue les performances oratoires des uns et des autres. Après, mes camarades, les vraies conquêtes de Thibault, moi, je me suis retenu, voire refusé, pour son état. Ce que je veux dire, c'est que oratoirement, tout ça a été fantastique. Vous avez été d'une conviction, d'un naturel, au-delà de la culture, dans la spontanéité de la prise de parole en public, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Pas de lecture, de la spontanéité, et même des accros, parce que c'est là que la parole est belle. Et donc, vraiment, je vous tire mon chapeau, il y a un travail là-dessous qui est extraordinaire, pour que vous passiez une bonne soirée, que nous passions une bonne soirée. La présidente vous le redira, nous avons passé une excellente soirée, et vraiment pour que la soirée se termine en trombe, eh bien, je vais vous lire un peu d'Aurélie Philippe. Parce que le rapport homme-femme, voyez-vous, c'est quelque chose qu'elle connaît profondément. Et je n'avais pas lu les idéaux. 21,50 € frais. Le talent se paye chez Aurélie Filippetti. Et donc, il est temps, avant que tu puisses le revendre, que nous puissions apprécier. Parce qu'après, elle vous juge. Il est important que vous sachiez qui vous juge, les enfants. Et ce qu'elle est capable de produire de tellurique sur le rapport homme-femme. Cette ardeur, ce style. Et donc, pour clôturer une sorte de feu d'artifice mon intervention, je ne peux rien faire d'autre que de mettre mes mots dans sa bouche. Déjà, il y a quelque chose là-dedans d'un peu limite. On est dans le délice de la retrouvaille. Imaginez Aurélie et François. On est page 125. Imaginez-les, 2012, sur le perron de l'Élysée. Elle arrive, c'est le premier conseil des ministres. Leur complicité un peu forcée sonnait étrangement. Lui, avec un sourire étonné, retrouvant dans cette étrangère une part de lui enfouie, oubliée, refoulée pendant toutes ces journées. Elle, qui ne pensait pas le revoir et s'interdisait de l'espérer, se persuadant à chaque fois que ce serait la dernière. Il ne fallait pas souffrir. Et elle a mis cette phrase en italique. Il ne fallait pas souffrir. Et soudain sa voix, et voilà qu'il aurait été si incongru de lui répondre autrement qu'avec douceur. Sa voix, et voilà qu'il l'imaginait s'avançant, droite, souriante. Alors seulement, il se rappelait combien elle lui manquait. Ah! Ça, c'est quand même autre chose que les chèvres. Il se rappelait combien elle lui manquait. Eh bien, les amis, ça fait 2 ans, je crois que je n'étais pas venu parmi vous. Et en vous écoutant, je me suis aperçu combien vous m'aviez manqué. Bon, moi, on va changer d'ambiance. Je vais commencer par dire un petit mot à chacun d'entre vous. Je sais que ça vous tient à cœur d'avoir des feedbacks sur vos prestations. Clara, j'ai noté de toi un discours très percutant avec un rythme extrêmement intéressant et j'ai apprécié beaucoup ta sobriété. Bravo.
Solage, je partirai ce soir avec C'est manger l'autre. C'était très puissant, bravo. Et bravo pour cette chute avec le mensonge, la boucle, avec la citation qui rappelle le début. C'est très bien construit. Et bravo pour l'émotion et ta tranquillité aussi, qui est forte. Thomas, tu m'as regardé, j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai noté, Thomas, une voix extrêmement puissante, beaucoup de qualité dans le rythme, dans le regard. Et après, on discutera ensemble d'autres choses, parce que moi, il faut absolument que je parle du rapport avec Dora Maar, avec le rapport à la politique. On aura des choses à se dire, certainement. Tes silences, les silences c'est important, ça dit beaucoup, ça donne de l'espace, de la place aux arguments qui viennent après. J'ai été très sensible à ça personnellement, bravo. Et puis tout ce que tu dis sur l'héritage, c'est central et ça sera mon petit mot de la fin après. Une fois que j'aurai félicité aussi Elsa, parce que franchement, très belle prestation et bravo aussi pour ton utilisation de l'humour. C'est très puissant aussi l'humour. Le mot de la fin, pour moi, il est très important, puisqu'on est le 25 novembre, et depuis 1999, c'est la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce soir, je pense que vous en avez appris beaucoup, toutes et tous, et qu'importe le côté, finalement, vous avez tous fait énormément de recherches. C'est ce que je retiens moi ce soir, c'est que vous avez mis la lumière sur un aspect extrêmement sombre de cet artiste et un aspect qui est beaucoup trop méconnu. On n'a pas loin d'avoir le même âge, hein, toutes et tous, et on entend de Pablo Picasso, dont je parle entre moi et les personnes qui sont et je suis certaine que vous avez découvert énormément d'aspects graves, extrêmement graves, qui sont mis sous silence depuis très longtemps. Donc le génie, ça n'est pas et ça ne doit pas être la domination. Jamais. Repartez avec ça quand vous quitterez la salle ce soir. Je suis la plus récente à avoir été invitée à ce jury, puisque c'est seulement mardi, je crois, non, on se retrouvait sur le plateau, c'est mardi. C'est mardi qu'on m'a annoncé qu'il y avait cet événement. Et ça m'a intriguée. J'ai passé 6 ans avec Picasso. Je rentre du musée de l'immigration où je présente mon exposition, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je dois dire que je suis bouleversée par ce que vous avez fait ce soir. Premièrement, vous avez beaucoup appris. Je pense qu'il n'y a pratiquement pas d'erreur. On ne dit pas cubiste, cubique, on dit cubiste. Et puis, vous avez fait comme un opéra. Vous avez rappelé des personnages de la saga picassienne, moi que j'ai rencontré dans mon parcours, qui sont des personnages historiques aussi. Moi, je pense à Eva, je pense à tous les autres, mais surtout je pense à Jacqueline. Marina, elle n'est pas vraiment existante dans l'éducation, parce que c'est une petite fille qui voit peu. Je pense au personnage de Dora Maar, bien sûr aussi. Et je pense, peut-être que vous n'avez pas été peut-être assez agressif sur son côté monstrueux. Hein. Si vous allez voir l'exposition, vous verrez que c'est aussi, j'ai aussi conçu comme un opéra avec des voix, avec des femmes importantes de la vie de Picasso, notamment sa mère, Maria Picasso Lopez, qui l'adorait,
et qui lui a écrit 4 lettres par semaine pendant 40 ans. Et à chaque lettre, à chacune de ces lettres, elle l'appelait Mi querido hijo Pablo. Elle terminait en disant Recibe tantos besos de tu madre que tanto te quiere y nunca te olvida. Reçois tant et tant de baisers de ta mère qui jamais ne t'oublie et t'aime tant. Donc une mère adorante, une mère possessive et une mère qui a perdu son fils puisqu'il est parti. Donc il y a ce drame d'une mère qui perd son enfant. Et puis, il y a d'autres femmes très très importantes de sa vie que vous n'avez pas citées et que je pense auraient pu vous intéresser. Puisqu'on parle ici, justement tu l'as fait dans ta dernière intervention, de rapport de force, de rapport de domination. Effectivement, si tout artiste est pire, tout artiste prend de l'autre, Picasso a pris le Braque. Quand Braque était formé comme un artisan dans le cubisme, c'est Braque qui a mis Picasso pour faire en sorte de subvertir la tradition française tellement rigide et tellement obsolète et faire du cubisme l'art qui bouleversait le monde comme la Première Guerre mondiale avait bouleversé l'Europe. Et c'est ça que Picasso a su faire. Il a su rendre compte, en déformant la figuration traditionnelle, qu'on était au bord du gouffre pour l'Europe. Alors, donc, dans l'histoire de ces rapports de force, dans l'histoire de cette domination, on sait bien que tout artiste est celui qui prend de l'autre, qui puise sa fonction symbolique dans le réel, mais dans aussi ce que les autres peuvent lui apporter. Je pense qu'un autre rapport de force dont il faudrait parler, c'est celui que Picasso a subi en tant que jeune artiste étranger arrivant dans un pays, un empire colonial, l'exposition universelle de 1900, qui était une exposition immense qui a duré 1 an et qui a attiré 50 millions de visiteurs. Lui arrive en France par la porte de service. Il arrive avec un groupe de Catalans qui ont colonisé Montmartre depuis 20 ans. Picasso ne connaît ni la langue ni les codes de la ville. Que fait-il? Il entre comme tous les migrants, comme tous les étrangers. Lui, il vient pour des raisons professionnelles. Il entre par le groupe de gens qui l'escortent. Il arrive donc à Montmartre et immédiatement, il est fiché par la police. Pourquoi? Parce qu'il est étranger. Quel crime a-t-il commis? Aucun. Il est étranger. Il est étranger et brillant. Donc à sa première exposition chez Ambroise Vollard, le commissaire Rouquier voit un article extrêmement positif sur ce jeune peintre de 18 ans qui va révolutionner la peinture. Et que fait-il? Il prend des notes d'indicateurs de police qui étaient postés devant chez lui et qui disaient qu'il se couchait tard le soir, qu'il lui arrivait de découcher, qu'il lisait des journaux dans une langue qu'on ne connaissait pas, et que d'ailleurs sur ces tableaux, il représentait des femmes faisant l'aumône. Et comme, en conclusion, il habitait chez un ami qui lui donnait asile et qui était vraisemblablement un anarchiste, il y a lieu de le considérer comme anarchiste. Donc, dès le premier séjour à Paris, ce jeune génie qui arrive de Barcelone avec dans sa tête les génies espagnols du grand siècle, parce qu'il avait recopié à Velázquez à l'âge de 14 ans, qui était plus beau qu'un vrai Velázquez. Le portrait de Philippe IV, fait par Picasso, vous le verrez au musée de Barcelone, est supérieur à l'original de Velázquez. Ce jeune génie qui choisit la France se trouve immédiatement stigmatisé par la police. Donc le rapport de force que vit Picasso en permanence en France, c'est celui d'un étranger. C'est celui de tout étranger. C'est celui qui doit se rendre au commissariat de police tous les 2 ans pour pouvoir être accepté. C'est celui qui doit se rendre au commissariat de police dès qu'il change de domicile. C'est celui qui doit demander un sauf-conduit dès qu'il se déplace pendant les guerres. C'est celui dont les œuvres sont séquestrées après la Première Guerre mondiale parce que son marché est tellement, il est aussi étranger. Donc ce poids de l'aliénation et de la stigmatisation comme étranger, c'est un poids que Picasso a vécu pendant 45 ans. Sans jamais s'en plaindre, sans jamais le dire. Et que par rapport à ça, Picasso s'est révélé un stratège absolument extraordinaire sur le plan politique. C'est quelqu'un qui a construit sa carrière par rapport à l'Empire français, par rapport aux vagues de xénophobie qui n'ont cessé de heurter la société française avec une immense intelligence, et qui a, en 1944, adhéré au Parti communiste,
uniquement pour exister dans ce pays, pour se trouver une patrie, comme il a dit. Et puis en 1955, il quitte Paris pour la province, il va choisir le sud contre le nord, les artisans contre l'Académie des Beaux-Arts, et il ne reviendra jamais dans la capitale. Et quand on lui offrira la nationalité française, il la refusera. Voilà. Donc c'est cette autre histoire que moi je raconte dans mon exposition, et les personnages dont je pense que vous auriez pu parler, par exemple ces femmes qui ont été dans la vie de Picasso, donc sa mère, Françoise Gillot, à qui je voulais dire, parce que c'est une amie, elle a aujourd'hui 100 ans, je voudrais que vous l'applaudissiez. Elle habite New York, c'est la mère de Paloma et de Claude, qui dévouent qui ont une passion pour leur père. On aurait pu parler aussi de Gertrude Stein, la poétesse américaine dont Picasso a fait le portrait, et qui était une alter ego de Picasso. On aurait pu parler de Hélène Parmelin, qui était son amie au Parti communiste. Enfin, on aurait pu parler de toutes ces femmes qui ont construit avec lui des œuvres, des œuvres d'art pour le XXe siècle. Donc, par rapport à ces trois stigmates, par rapport à ces talents de stratège, je terminerai en disant que Picasso a été au fond un bienfaiteur de la France, qu'il a offert des œuvres à tous les musées de province, qu'il a modernisé notre pays, et que vous avez contribué par votre lecture de son œuvre, par votre mise en scène de ces moments de sa vie, à nous faire apprécier de manière plus prégnante, tout à la fois, les drames qu'il a vécus et peut-être les erreurs qu'il a commises. Mais je pense qu'au bout du compte, et je laisserai la parole à notre chère présidente, le choix du jury permet de vous dire dans quelle mesure nous avons adhéré à vos votes. Alors, je vois que nous avons des problèmes logistiques. Donc, pour une fois, la présidente, peut-être parce que je suis une femme, a parlé moins longtemps que ses ministres. Toutes nos félicitations collectives. Moi je parle au nom du collectif. Évidemment, l'avocat a fait son petit numéro. Vous êtes sans doute certains parmi vous étudiants en droit. Méfiez-vous toujours des avocats. J'en connais. J'en ai connu. Les paroles restent, cher maître, dans l'enceinte, dans la soirée où elles sont prononcées. Les écrits, même quelques années plus tard, on peut les tourner en dérision, mais ils sont là. C'est un petit objet. Et donc, parlons d'objets. Parlons d'objets d'art. Et bien finalement, ce qu'on a eu ce soir, c'est une très belle illustration du pouvoir subversif de la jeunesse que je pense Picasso aurait adoré. Il aurait adoré qu'on le piétine, il aurait adoré qu'on le triture, il aurait adoré qu'on le maltraite, qu'on dépiaude son œuvre, sa vie, ses amours, ses souffrances. Il aurait adoré ça. Je crois qu'avec le magnifique travail qu'a fait Annie Cohen-Solal, vraiment lisez son livre. Moi j'avais de la chance, en fait j'avais lu son livre au moment de la sortie, donc j'étais prête pour la soirée. Et quand Thibaut, maintenant on sait tout de nos relations avec Thibaut, donc on a appris que Annie c'était mardi, voilà. Donc, quand on nous a proposé de participer à ce jury, je me suis dit, bah, ça tombe bien, j'ai lu le livre d'Annie, donc je sais, je suis parée.
Mais Picasso, c'était ça. C'est celui qui s'est battu contre l'académisme, battu contre les beaux-arts, battu contre le ministre de la Culture, ignare, il ne comprenait rien, battu contre le Louvre, à qui il a voulu donner les Demoiselles d'Avignon et qui a refusé en 1934 les Demoiselles d'Avignon, pour ensuite vraiment le regretter. C'est la faute du conservatisme de ces conservateurs si aujourd'hui ce tableau est à New York. Donc Picasso était un anarchiste politiquement, oui, mais au fond, c'était un rebelle contre les conventions, un amoureux éternel de la jeunesse, parfois trop. Et il est bon aussi qu'aujourd'hui, oui, cher Ali, aujourd'hui, on aborde les façons de ces personnages. Car les jeux, effectivement, ne donnent pas droit à tout. Et en particulier, on le sait, les génies artistiques, il y a de nombreux exemples, Thomas Mann, etc., ont beaucoup détruit leur famille. Donc le génie ne donne pas droit à tout. Mais qui construit le génie, finalement? Qui a placé les génies dans cette position inaccessible, intouchable, presque sacrée? Picasso n'aspirait, pardon monsieur le recteur, qu'à, au fond, une forme de reconnaissance très laïque. Lui, ce petit étranger, ce petit exilé, il aspirait simplement à trouver sa place. Et tout soudain, la société lui fait une place démesurée. C'est la société qui l'a transformé en monstre, en minotaure. Donc je crois que vraiment l'exercice de ce soir, mesdames et messieurs, a été mené avec brio, avec un grand sérieux aussi qu'on ne retrouve pas toujours dans les concours d'éloquence, n'est-ce pas, maître, puisqu'on en a fait quelques-uns ensemble déjà. Pour cela, nous vous félicitons. Il a été mené dans l'esprit surréaliste de Paul Éluard, et finalement, c'est assez logique que nous ayons choisi de décerner le prix du meilleur témoin à l'illustre poète de la Nous avons choisi finalement celle qui a pris, malgré tout, la défense de la liberté d'expression, de la liberté de l'artiste. Nous avons choisi Elsa.